Nous étions 4 lorsque nous nous sommes enfoncés dans les montagnes de Montana. 3 sont revenus, et quelque chose d'autre qui avait le visage du 4e. C'était notre 7e ou 8e expédition annuelle. Nous choisissions toujours le mois d'octobre, lorsque l'air devenait vif et froid et que la plupart des arbres avaient en perdu leurs feuilles, offrant une bonne visibilité. Pour nous, c'était plus qu'une simple partie de chasse. C'était un rituel, un moyen de s'éloigner des villes, du travail, des gens. Kaylen, c'est moi. Yora était notre meilleur pisteur et spécialiste des pièges. Rorik, le plus âgé et le plus expérimenté des tireurs, connaissait ces montagnes comme sa poche. Et Silas, le plus jeune d'entre nous, était chargé des communications et de la navigation. Il avait toujours sur lui un téléphone satellite et plusieurs appareils de navigation. Nous nous faisions confiance, nous connaissions les forces et les faiblesses de chacun. Le 28 octobre 2024, nous avons laissé notre voiture près d'une scierie abandonnée et nous nous sommes dirigés vers le nord-ouest, dans une partie de la chaîne de montagnes, où même les habitants de la région s'aventuraient faites-mi rarement. Nous avons marché pendant 6 heures, montant de plus en plus haut, traversant des ruisseaux d'eau glacée, et nous frayant un chemin à travers des fourrés épais. L'air se raréfiait et le silence était dense, seulement rompu par le crissement de nos bottes sur les pierres et notre propre respiration. Rorik choisit l'emplacement du campement, une petite clairière protégée du vent, entourée de corniches rocheuses d'un côté et d'une paroi de grands sapins sombres de l'autre. Un ruisseau coulait à proximité, ce qui résolvait le problème de l'eau. Nous travaillions en harmonie, sans un mot de trop. Silas et moi avons monté 2 tentes doubles. Rorik s'est occupé du feu et Yorab était parti explorer les environs à la recherche de traces et d'endroits propices pour ses pièges à petit gibier. Il revint 1 heure plus tard, alors que la nuit commençait à tomber. Il nous dit qu'il avait vu des traces de lynx et de plusieurs cerfs et qu'il avait trouvé un bon passage à proximité du campement. Nous dînâmes de ragoût et de galettes, assis autour du feu. La chaleur du feu était suffisante, mais dès que l'on s'éloignait de quelques pas, le froid nous transperçait jusqu'aux os. Le ciel était dégagé et les étoiles semblaient anormalement brillantes et proches. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous avons discuté du plan pour le lendemain. À l'aube, nous nous disperserions dans différentes directions pour explorer le territoire et nous retrouver au campement pour le dîner. Yora a dit qu'il irait d'abord vérifier les pièges qu'il avait posés avant le coucher du soleil. Il faisait toujours ça, c'était sa routine. La nuit s'est passée tranquillement. Je me suis réveillé plusieurs fois à cause du crépitement des branches dans le feu et du ululement lointain d'une chouette, mais c'était des bruits familiers de la nature sauvage. Ils ne m'ont pas inquiété. Au matin, alors que les premières lueurs grises commençaient à percer à travers les branches, j'entendis la fermeture éclair de la tente de Yora et Silas s'ouvrir. Je jetai un coup d'œil dehors. Yora se tenait déjà près du feu qui s'éteignait, enfilant ses gants. Il me fit un signe de tête. « Je vais vérifier les pièges. Je reviens vite, on aura peut-être de la viande fraîche pour le petit déjeuner, » dit-il doucement. Sa voix était normale, calme. Je lui fis signe que oui et me glissai à nouveau dans mon sac de couchage chaud. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Quand je me suis enfin réveillé, Rorik était déjà en train de raviver le feu et Silas faisait bouillir de l'eau dans un chaudron. Yora n'était pas là. « Il est parti depuis longtemps ?» demandai-je en sortant de la tente. Rorik regarda sa montre. « Il y a 1h30. Il a dû décider d'aller plus loin. Nous avons pris notre petit déjeuner. Le soleil était monté plus haut, mais ses rayons peinaient à traverser les couronnes denses des arbres, et la clairière était encore sombre et froide. 1 heure s'écoula. Yora ne revenait pas. L'inquiétude commença à monter lentement. Silas sortit la radio. « Yora, réception, tu m'entends ?» Silence. Seul le sifflement de l'éther se faisait entendre.
Nous savions que la communication était instable dans les montagnes, mais il ne devait pas être très loin. Il s'est peut-être laissé emporter et a suivi une piste, suggéra Rorik, mais sa voix n'avait plus la même assurance. Nous avons attendu encore une demi-heure. Silence. Rorik se leva. Assez attendu. Allons voir où il est y passé. Silas, reste au camp, reste en contact. Je pris mon fusil et nous suivîmes les traces de Yora avec Rorik. Elles étaient clairement visibles sur le sol humide de la rosée matinale et menaient à la tanière dont il avait parlé la veille. Nous avons parcouru environ 300 mètres. Les traces s'arrêtaient au pied d'une petite falaise d'environ 4 mètres de haut. En bas, la même rivière coulait. Yora était manifestement descendu là. Nous avons contourné la falaise et sommes descendus vers l'eau. Ces traces réapparurent sur la rive boueuse et continuent le long du ruisseau. Nous les avons suivis pendant environ 1 kilomètre. Le terrain devenait de plus en plus sauvage et difficile à parcourir. Des arbres abattus, des pierres pointues, glissantes à cause de la mousse. Les traces de Yora ne bifurquaient nulle part. Il avançait d'un pas assuré. Puis nous avons vu son premier piège. Il était vide, mais intact. 200 mètres plus loin, un deuxième. Lui aussi vide. Nous avons trouvé le troisième au pied d'un gros rocher. Il était fermé, mais il ne contenait rien. À côté, nous avons vu quelque chose d'étrange. Il y avait des traces de lutte sur le sol, plusieurs sillons profonds, comme si quelqu'un ou quelque chose avait traîné quelque chose sur le sol. Plusieurs branches cassées, et pas une goutte de sang. Les traces de Yora devenaient chaotiques à cet endroit, comme s'il avait piétiné sur place. Puis, elles avaient tout simplement disparu. À côté de cet endroit commençait une zone de sol rocheux, continue où aucune empreinte ne restait. Nous avons inspecté les environs. Rien. Pas une branche cassée, pas un morceau de vêtement. Juste le vide. Nous avons crié son nom jusqu'à en perdre la voix. Seul l'écho nous répondait, rebondissant entre les rochers avant de s'évanouir dans l'épaisseur de la forêt. Nous sommes retournés au campement, en fin d'après-midi. Silas nous a accueillis avec un regard inquiet. Rien ? Nous avons secoué la tête en silence. Nous avons passé le reste de la journée dans une tension croissante. Nous nous sommes séparés et avons fouillé toute la zone environnante, chaque mètre carré. Nous avons regardé sous chaque buisson, dans chaque crevasse. Rien. Comme si l'homme s'était simplement évaporé dans l'air. À la tombée de la nuit, nous avons dû abandonner les recherches. Se déplacer dans cette forêt dans l'obscurité était suicidaire. Nous sommes retournés au camp, abattus et en colère contre nous-mêmes, contre les montagnes, contre cette stupide coïncidence. Rorik essayait de rester calme. Il est peut-être tombé et s'est cassé une jambe. Il est assis quelque part, attendant de l'aide. Demain matin, à l'aube, nous recommencerons les recherches à plus grande échelle. Mais nous savions tous qu'une nuit dans ces montagnes avec une blessure, c'était presque une mort certaine par hypothermie. La température descendait déjà vers 0. Nous étions assis près du feu, sans presque parler. Le feu projetait des ombres tremblantes sur les troncs d'arbres, et la forêt autour de nous semblait vivante et hostile. Chaque craquement de branches nous faisait sursauter. Chaque bruissement en dehors du cercle éclairé semblait être des pas. Le temps s'écoulait douloureusement lentement. Nous regardions dans l'obscurité, espérant voir la lumière de sa lampe ou entendre son cri. Mais il n'y avait que le silence, un silence assourdissant, omniprésent. C'est à ce moment précis, alors que l'espoir s'évanouissait, que nous l'avons aperçu. À la limite entre la lumière et l'obscurité, une silhouette est apparue, grande, vêtue des mêmes habits que Yora portait le matin. Elle se tenait immobile, nous regardant simplement. « Yora !» cria Silas en se levant d'un bond. La silhouette ne répondit pas. Elle fit un pas en avant,
entrant dans le cercle de lumière du feu. C'était bien lui, son visage, sa veste, son fusil sur l'épaule. Mais quelque chose n'allait pas. Ses vêtements étaient mentés mouillés et sales, comme s'il était resté longtemps dans la boue. Et son visage, il était inexpressif, complètement vide. Ses yeux nous regardaient, mais comme à travers nous, sans se fixer. Il ne semblait ni blessé ni fatigué. Il semblait absent. « Yora, tu nous as fait une peur bleue. Que s'est-il passé? Tu es blessé ?» Rorik fit un pas vers lui en tendant la main. Yora ne réagit pas. Il restait simplement debout, et les gouttes d'eau qui tombaient de ses cheveux et de sa veste tombaient sur le sol sec près du feu, sifflant doucement. Son regard était dirigé quelque part derrière nous, dans l'obscurité. Nous restâmes silencieux, le regardant. Le soulagement initial fit rapidement place à la perplexité, puis à une inquiétude sourde et latente. Il se tenait à 3 mètres de nous, mais on aurait dit qu'un gouffre nous séparait. Rorik baissa lentement la main. « Yora, tu m'entends ?» Silence. Seul le crépitement du feu et le bruissement du vent dans les cimes des sapins se faisaient entendre. Je contournais le feu et m'approchais de lui par le côté. Il sentait la terre humide, la vase et quelque chose d'autre, une odeur faible, à peine perceptible, semblable à celle des feuilles pourries. Je regardais son visage. Ses yeux étaient ouverts, anormalement grands, les pupilles dilatées, malgré la lumière vive du feu. Il ne clignait pas des yeux. « Hé, mec !» dis-je en touchant doucement son épaule. Son corps était froid, même à travers le tissu épais de ma veste. Glacé. Il ne sursauta pas à mon contact. Il ne bougeait pas du tout. Il était immobile comme une statue. Silas, qui était resté derrière tout ce temps, dit nerveusement « Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne dit mais rien ?» Rorik, se ressaisissant, s'approcha. Il avait été médecin avant de se lancer dans les affaires, et ses vieilles habitudes avaient bien pris le dessus. Il prit Yoru par le poignet pour essayer de sentir son pouls. Puis, il lui braqua dans les yeux la petite lampe qu'il avait toujours sur son trousseau de clés. Yoru ne cligna pas des yeux. Ses pupilles ne se rétrécirent pas. Elles restèrent 2 trous noirs. « Il a un pouls », dit enfin Rorik, d'une voix où se mêlait un étrange soulagement et une confusion encore plus grande. Faible et très lent, mais il est là, il est en état de choc profond, et il souffre d'une grave hypothermie. Nous devons le réchauffer immédiatement. L'explication de Rorik semblait logique, un choc. L'homme avait pu tomber dans un ruisseau glacé, se cogner la tête, se perdre. Son psychisme s'était simplement déconnecté pour protéger son organisme. Cela expliquait le froid, le silence et le regard vide. Du moins, c'est ce que nous voulions croire. C'était la seule explication rationnelle à laquelle nous pouvions nous raccrocher. « Aidez-moi à le ramener à la tente », ordonna Rorik. Silas et moi nous approchâmes. Je pris Yoru par un bras, Silas par l'autre. Son corps était étrangement souple. Il ne résistait pas, mais ne nous aidait pas non plus. Il ne bougeait pas les jambes. Nous avons dû pratiquement le traîner. Ses bottes raclaient le sol, laissant 2 sillons. On aurait dit qu'on traînait un sac lourd, pas un être humain. Nous l'avons traîné jusqu'à la tente qu'il partageait avec Silas. L'intérieur était exigu et sentait l'ozone à cause de la lampe LED suspendue au plafond. Nous l'avons allongé sur un sac de couchage. Il s'est couché exactement dans la position où nous l'avions déposé, les bras le long du corps, le regard fixé au plafond. « Il faut lui enlever ses vêtements mouillés », a dit Rorik. Il a défait la fermeture éclair de la veste de Yora. Sous celle-ci, il portait un pull mouillé. Rorik lui retira sa veste, puis son pull. La peau de ses bras et de son torse était pâle, presque bleue, et couverte de chair de poule. Elle était très froide au toucher. Lorsque nous avons essayé de lui enlever ses bottes, nous avons rencontré un problème. Les lacets étaient mous de noués en nœuds, serrés et humides. Rorik jura et sortit son couteau.
Il coupa délicatement les lacets et retira les bottes. Les chaussettes étaient imbibées d'eau. Ses pieds étaient zmala, blancs et fripés. Nous lui retirâmes son pantalon mouillé. Tout cela ressemblait à déshabiller un mannequin dans une vitrine. Il ne faisait aucun bruit, ne bougeait pas d'un pouce. Il restait simplement allongé, les yeux fixes, fixant le plafond en toile. Nous le recouvrâmes de 2 sacs de couchage. Rorik posa sa main sur son front. Il n'a pas de fièvre. Au contraire, il est glacé. Il faut lui donner quelque chose de chaud à boire. Silas fit bouillir de l'eau et prépara un thé fort dans une tasse thermos. Rorik souleva la tête de Yora. « Yora, bois, ça t'aidera. » Il approcha la tasse de ses lèvres. Elles étaient boutées pâles et gercées. Il n'ouvrit pas la bouche. Le thé chaud coula simplement sur son menton et son cou. Yora ne déglutit pas, ne s'étouffa pas. Il ne réagit pas au liquide chaud. Rorik jura et reposa la tasse. C'est inutile, il est incapable d'avaler. Nous sommes de sortie de la tente, laissant Silas assis à côté de Yora. Silas ne voulait pas rester seul, mais il était clairement mal à l'aise à ses côtés. Rorik et moi, nous sommes assis près du feu. Le bois était consumé et le feu s'était affaibli. J'ai jeté quelques grosses bûches. Des étincelles ont jailli dans le ciel noir. « Je n'ai jamais vu un tel état de choc », dit Rorik à voix basse en regardant le feu. « Qu'un homme ne réagisse pas du tout, ni à la douleur, ni au toucher, ni à la température. Ce n'est pas normal. Peut-être qu'il s'est cogné la tête plus fort que nous le pensons, suggérai-je. C'est possible, une hémorragie cérébrale, n'importe quoi. Le fait est qu'il a besoin d'aide, et vite. Dès les premiers rayons du soleil, nous commencerons la descente. Nous ne pourrons pas le porter sur le chemin que nous avons emprunté. Il faudra faire un grand détour. Il y a une ancienne route forestière. Ce sera plus facile. Cela prendra toute la journée, voire plus. Nous sommes de rester assis en silence. Du côté où se trouvait la tente, aucun bruit ne parvenait jusqu'à nous. Ce silence était pire que n'importe quel cri. Il était oppressant. Je me suis levé et j'ai fait le tour du campement. J'ai pris mon fusil et vérifié la chambre. Je ne sais pas pourquoi. J'avais juste besoin de m'occuper les mains. Je regardais vers la forêt. L'obscurité semblait dense, presque palpable. Avant, j'aimais cette sensation d'être un petit point dans un monde immense et sauvage. Maintenant, elle ne m'inspirait que de la peur. Je retournai vers le feu. « Tu crois qu'il est y venu tout seul ?» demandai-je. Rorik leva les yeux vers moi. Ses yeux reflétaient les flammes. « Et comment aurait-il pu venir autrement? On ne l'a pas amené ici. » Mais ces mots ne semblaient pas convaincants. Nous pensions tous les deux à la même chose, à la façon dont il se tenait à la lisière de la lumière, à ses yeux vides, à sa peau glacée, à la façon dont nous l'avions traîné, ses jambes traînant sur le sol. 1 heure plus tard, Silas est sorti de la tente, pâle. Il ne bouge pas, il ne respire pas. Rorik et moi avons bondi et nous sommes de précipités vers la tente. Rorik est entré le premier. Je l'ai suivi. Yora était toujours dans la même position. Rorik a collé son oreille contre sa poitrine, puis a cherché son pouls dans son cou. Sa respiration est très superficielle, presque imperceptible, et son pouls est toujours aussi faible. Il n'est pas en train de mourir, il est simplement allongé. Nous avons décidé de nous relayer. 2 heures pour moi, 2 heures pour Rorik. Silas n'était pas en état de prendre la relève. Il s'est réfugié dans la tente de Rorik et s'est enveloppé dans un sac de couchage. C'était mon premier tour. J'étais assis près du feu, jetant des bûches pour qu'il brûle le plus possible. Je ne quittais pas des yeux la tente où gisait Yora. J'essayais de penser à la descente, à la façon dont nous allions le transporter, à l'itinéraire à choisir. Mais toutes mes pensées revenaient vers son regard fixe. Je me suis approché plusieurs fois de la tente et j'ai tendu l'oreille. À l'intérieur, c'était le silence absolu. Pas un souffle, pas un gémissement, pas un bruit.
La nuit semblait interminable. Les bruits de la forêt avaient en changé. À chaque craquement de branches, j'imaginais des pas. À chaque bruissement, la présence de quelqu'un. Je regardais sans cesse derrière moi, scrutant l'obscurité au-delà du cercle de feu. On aurait dit que la forêt nous observait. Lorsque le tour de Rorik prit fin, il me réveilla. J'avais dormi par intermittence, sombrant dans un sommeil profond, dont le moindre bruit me tirait aussitôt. Je rêvais de fragments, d'eau sombre et d'un visage blanc et immobile sous sa surface. Rorik avait l'air épuisé. En 2 heures, son visage avait vieilli de plusieurs années. « Rien », dit-il laconiquement. « Pas un bruit venant de là-bas. » Il fit un signe de tête en direction de la tente de Yora. « Je vais dormir un peu. Réveille-moi dès qu'il commence à faire jour. » Il était retourné dans notre tente et je me suis retrouvé seul avec le feu et la forêt. Je n'ai plus essayé de m'asseoir. Je marchais simplement autour du campement, allant du feu aux arbres et revenant au feu. Je me sentais comme un animal traqué. La peur n'était pas aiguë, mais sourde, lancinante. Elle était là, quelque part dans mon estomac, comme une boule froide. J'attendais l'aube comme je n'avais jamais rien attendu de ma vie. Il me semblait que la lumière du soleil pourrait dissiper cette torpeur, cette injustice. Enfin, l'obscurité à l'est commença à s'éclaircir, devenant d'abord gris foncé, puis gris bleu. Du givre apparut sur les branches des arbres. L'air devint encore plus froid. Dès que les premiers rayons du soleil touchèrent les sommets des plus hauts rochers, je suis allé réveiller Rorik. Silas était déjà sorti de notre tente. Il avait l'air horrible. Il avait les yeux rouges et le visage gris. Il tremblait, soit de froid, soit à cause de ce qu'il avait vécu. Il ne regardait pas du côté de la tente de Yora. « Il faut se préparer », dit Rorik en se frottant les mains gelées. « Allons d'abord voir comment il va, puis nous prendrons un petit déjeuner rapide et nous partirons. Kaylen, aide-moi. » Nous nous sommes approchés de la tente. La fermeture éclair à l'entrée était fermée. Cela nous a un peu rassurés. « Yora, Silas, réveillez-vous » a appelé Rorik sans trop élever la voix. Pas de réponse. Rorik a appelé à nouveau, plus fort. Silence. Il a tiré sur la fermeture éclair. Le bruit résonna dans le silence matinal. Nous avons jeté un œil à l'intérieur. La première chose que j'ai vue, c'était Silas. Il était assis dans le coin le plus éloigné de la tente, les genoux repliés contre la poitrine et les bras autour. Il regardait vers la sortie, les yeux vides, sans expression, et tremblait légèrement. Le sac de couchage de Yora était à sa place, soigneusement rangé. Mais il était vide. Rorik se glissa à l'intérieur. « Où est-il » demanda-t-il à Silas. Silas ne répondit pas. Il se recroquevilla davantage et secoua la tête. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. « Silas, réponds-moi. Où est-il passé » Rorik le secoua par l'épaule. Silas sursauta et gémit doucement, comme un chiot. « Je ne sais pas. Je me suis réveillé. Il faisait noir. Il n'était plus là. Je n'ai rien entendu. »« Rien, » murmura-t-il. Rorik jura et sortit de la tente. Je jetai un autre coup d'œil à l'intérieur. Les 2 sacs de couchage dans lesquels nous avions enveloppé Yoru étaient endposés l'un sur l'autre. Ils étaient yantés froissés, mais n'avaient donc pas été jetés de côté. C'était comme si le corps qui se trouvait dessous s'était simplement évaporé. « Regarde », dit Rorik d'une voix tendue. Je sortis de la tente. Il était agenouillé à l'entrée et regardait le sol. Je m'approchai et regardais dans la même direction. Sur le sol humide et recouvert de givre, juste à l'entrée de la tente, il y avait des traces. Mais ce n'étaient bien pas des traces de bottes. C'étaient 2 sillons profonds et parallèles, comme si quelqu'un avait traîné 2 lourds sacs sur le sol. Et de chaque côté de ces sillons, à intervalles réguliers, on pouvait voir d'autres empreintes, des trous profonds et irréguliers. Je m'accroupis. Les 2 trous n'étaient mis à pas ronds. Ils étaient anguleux, avec une empreinte de tissu bien nette. Je compris ce que c'était.
C'étaient des empreintes de coudes. Quelqu'un avait rampé, en s'appuyant sur ses coudes et entraînant un corps immobile. Pas une seule empreinte de pied, pas une seule empreinte de paume. Seulement ces sillons effrayants et monotones et ces traces de coudes enfoncés. Là des traces menaient de la tente directement vers la forêt, dans le fourré le plus dense. « Qu'est-ce que c'est » murmurai-je. « Il n'a pas pu partir comme ça » dit Rorik en se levant. Son visage était pâle. Il ne pouvait pas bouger. C'est nous qui l'avons traîné ici, et personne n'aurait pu ramper ici. C'est impossible. Il faudrait une force énorme pour cela. Nous avons regardé en silence ces traces qui disparaissaient dans l'obscurité entre les arbres. Toute notre vision rationnelle du monde s'écroulait sous nos yeux. Le choc, l'hypothermie, le traumatisme crânien. Toutes ces explications s'effondraient devant ces traces. Nous avons sorti Silas de la tente. Il tenait à peine debout. Nous l'avons assis près du feu que j'avais rallumé. Il regardait fixement le feu et marmonnait des mots incohérents. « Nous devons suivre les traces », ai-je dit, sans croire mes propres mots. « Nous ne pouvons pas le laisser ici comme ça. »« Aller là-bas » Rorik regarda vers la forêt. « Tu as vu ces traces ? Quoi que ce soit, ce n'est pas un être humain, ou plus un être humain. » Mais nous savions tous les deux que nous n'avions pas le choix. Laisser les choses telles qu'elles étaient encore plus effrayant. Nous nous armâmes et suivîmes les traces. Rorik marchait devant, moi derrière. Les traces étaient d'une netteté effrayante. Elles étaient droites, sans contourner les petits obstacles tels que les buissons ou les pierres. Les branches étaient cassées, au niveau du sol, les pierres déplacées. La créature qui avait laissé ses traces avançait avec une force brute et imparable. Nous avons parcouru une 50aine de mètres. La forêt était vieille, sombre. La lumière du soleil pénétrait à peine à travers les couronnes denses. Il y avait un silence complet, même les oiseaux se taisaient. Et là, Rorik s'est arrêté brusquement. Il regardait un grand sapin ancien qui poussait juste à côté du sentier laissé par cette créature. Je me suis approché et j'ai vu ce qu'il regardait. Sur le tronc rugueux et couvert de résine, quelque chose était tendu et cloué. C'était une peau. La peau fraîchement arrachée d'un coyote. Elle y était tendue de manière approximative, en lambeaux, la chair à l'extérieur. Rose, couverte de restes de graisse et de muscles. Elle était humide et brillait dans la lumière terne. Le sang n'avait pas encore séché et coulait lentement sur l'écorce, laissant des traînées sombres. Et au centre de cette peau tendue, transperçant celle-ci et s'enfonçant profondément dans le bois, se trouvait un couteau de chasse avec un manche en corne de cerf. Le couteau de Yora, le couteau qu'il avait fabriqué lui-même et dont il était si fier. Nous sommes restés là à regarder. Cela ne ressemblait pas au travail d'un chasseur. C'était une sorte de rituel sauvage et primitif, un signe, un avertissement. J'ai senti la nausée me monter à la gorge. L'air autour de nous semblait s'être épaissi et alourdi. Rorik se tourna lentement vers moi. Il n'y avait plus de confusion dans ses yeux, seulement une détermination ferme et froide, sous laquelle se cachait une terreur primitive. « Levons le camp », dit-il d'une voix calme et sans vie. « Immédiatement, nous abandonnons tout ce que nous ne pouvons pas emporter. Nous ne prenons que nos armes, de l'eau et le navigateur. Nous partons d'ici immédiatement. » Il n'y avait plus de questions. Les recherches étaient terminées. La fuite commençait. Nous sommes retournés au camp en courant, trébuchant sur les racines et les pierres. La panique nous poussait en avant. L'image de la peau arrachée et du couteau planté dans le tronc était gravée dans notre esprit. C'était un message, sauvage, inhumain et parfaitement compréhensible. Nous n'étions plus des chasseurs, nous étions le gibier. Les mouvements dans le camp étaient brusques, fébriles. Il n'y avait aucune coordination, seulement le désir instinctif de prendre le strict nécessaire et de courir.
J'ai arraché mon sac à dos des piquets, j'ai sorti mon sac de couchage et j'ai commencé à y fourrer des cartouches, une trousse de secours, des bouteilles d'eau, les restes de nourriture. Mais des mains tremblaient et la bouteille en plastique m'échappait plusieurs fois. Rorik agissait de manière plus méthodique, mais avec la même rapidité désespérée. Il vérifia son Winchester, remplit ses poches de cartouches, puis attrapa le téléphone satellite et le navigateur. Il me lança le deuxième navigateur. « Prends ça, au cas où on serait séparés. » Cette phrase resta suspendue dans l'air froid du matin. L'idée de rester ici seul était pire que celle de mourir. Silas était toujours assis près du feu qui s'éteignait, se balançant d'avant en arrière. Il ne réagissait pas à notre agitation. « Silas, lève-toi, on s'en va !» lui cria Rorik. Silas leva vers lui un regard trouble. Ses yeux, ils n'ont pas cligné. De toute la nuit, marmonna-t-il. Rorik n'avait pas le temps de le convaincre. Il attrapa brutalement Silas par le col de sa veste et le remit debout d'un coup sec. Celui-ci vacilla. Rorik lui mit son fusil dans les mains. « Tiens, suis-nous. Ne reste pas derrière. » Il le poussa presque hors du campement. Nous ne nous retournâmes pas. Nous avons tout laissé derrière nous. 2 tentes, un autre sac à dos rempli d'équipements, une gamelle avec le reste du thé du matin, des affaires éparpillées. Tout cela n'avait plus d'importance. Nous ne sommes pas partis vers le sud, d'où nous venions, mais vers l'est, où, selon Rorik, une ancienne route forestière devait passer à quelques kilomètres. C'était notre seule chance. Il était impossible de se déplacer rapidement sur ce terrain accidenté, et la route nous donnait l'espoir d'aller plus vite. Nous marchions rapidement, presque en courant sur les parties planes. Je marchais en dernier, jetant sans cesse des regards en arrière. La forêt derrière moi semblait sombre et menaçante. Chaque ombre semblait être une silhouette, chaque tronc sec prenait l'apparence d'un homme pendant un instant. Je scrutais l'épaisseur du bois jusqu'à en avoir la vue qui se trouble, essayant de percevoir un mouvement. Mais il n'y avait rien, seulement des arbres, des pierres et un silence absolu, surnaturel. Les oiseaux ne chantaient pas, les petits animaux ne bruissaient pas dans les sous-bois. Toute la forêt semblait retenir son souffle. Silas trébuchait sans cesse, ses jambes s'en mêlaient, il s'accrochait aux 2 racines et tombait. À chaque fois, Rorik devait revenir, le relever, le secouer et le pousser à nouveau en avant. Cela leur faisait perdre un temps précieux. L'irritation se lisait sur le visage de Rorik, mêlée à la peur. Il comprenait que Silas était l'encre qui nous tirait tous vers le fond. Après 1 heure de marche épuisante, nous nous sommes arrêtés quelques secondes pour reprendre notre souffle. Je me suis adossé à un arbre, les poumons en feu. Le silence était oppressant, et dans ce silence, j'entendis un bruit. Une branche, le craquement d'une branche sèche, quelque part derrière nous, là d'où nous venions. Le bruit était faible, mais dans ce silence de mort, il résonna comme un coup de feu. Je me figeai, tendant l'oreille. Rorik l'avait entendu aussi. Nous nous sommes regardés. Dans ses yeux, j'ai vu le reflet de ma propre terreur. Cela pouvait être un cerf, ou un ours, n'importe quel animal. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Le craquement était unique, ciblé, comme si quelqu'un avait fait un pas imprudent. Nous n'avons rien dit. Rorik attrapa Silas par la main et le tira derrière lui. Nous marchions encore plus vite, sans nous soucier du bruit. L'essentiel était de mettre de la distance entre nous et la créature. Le terrain commençait à monter. Nous grimpions sur la pente raide en nous agrippant aux démracines et aux branches. Des pierres roulaient dessous nos pieds. Silas tomba à nouveau, cette fois plus lourdement, se cognant le genou. Il gémit de douleur. « Debout !» siffla Rorik. « Je ne peux pas. J'ai mal !» pleurnicha Silas. Nous n'avions pas le temps. Rorik lui mit son bras sur l'épaule et nous le traînâmes presque jusqu'en haut. Il était un fardeau pour nous, mais nous ne pouvions pas l'abandonner. Nous étions encore des êtres humains. Nous avons gravi le sommet de la colline et l'avons aperçu.
La route. 2 ornières envahies par la végétation, à peine visibles sous une couche de mousse et de feuilles mortes. Elle était plus large qu'un sentier ordinaire et, de chaque côté, la forêt était moins dense. C'était un espace ouvert. D'un côté, cela nous permettait d'avancer plus vite. De l'autre, nous étions à la vue de tous. Nous avons atteint la route. Nos pieds s'enfonçaient dans les feuilles, mortes et molles. Il faisait un peu plus clair ici. Le soleil perçait à travers les cimes clairsemées. Nous avons parcouru une centaine de mètres. Puis, je me suis retourné. Au sommet de la colline que nous venions de descendre, une silhouette se détachait sur le ciel. Elle était loin, à environ 300 mètres, et les détails étaient indistincts. Une silhouette haute et immobile. Elle se tenait simplement là et regardait dans notre direction. J'ai tiré Rorik par la manche et lui ai montré silencieusement derrière moi. Il a regardé. Son visage s'est figé. La silhouette ne bougeait pas. Elle ne se cachait pas. Elle observait simplement. « Courons », articula Rorik. Et nous avons couru. Nous avons couru sur cette route déserte, sans savoir où nous allions. Les branches nous fouettaient dans le visage, nos jambes s'emmêlaient dans les hautes herbes. Silas tombait sans cesse et nous le relevions pour l'empêcher de s'arrêter. Je ne sais pas combien de temps nous avons couru. Peut-être 10 minutes, peut-être une demi-heure. Lorsque nos forces nous ont finalement abandonnés, nous nous sommes effondrés derrière un grand arbre tombé. J'étais allongé sur le ventre, essayant de reprendre mon souffle, le cœur battant à tout rompre dans ma gorge. J'ai jeté un coup d'œil prudent derrière l'arbre. La route derrière nous était déserte, la silhouette avait disparu. Mais cela ne m'a pas soulagé. Le sentiment d'être observé ne m'avait pas quitté. Au contraire, il s'était intensifié. À présent, il semblait venir de partout et non plus d'un point lointain. De derrière chaque arbre, de derrière chaque buisson. Nous sommes restés allongés en silence pendant quelques minutes. « Il faut y aller », a finalement dit Rorik. « Nous ne pouvons pas rester ici. » Nous nous sommes relevés. Silas ne pleurait plus. Il regardait simplement fixement dans une direction, nous laissant faire. Nous avons continué à marcher, moins vite, en économisant nos forces. Chaque pas était difficile. Nous marchions en silence, à l'affût du moindre bruit. Au bout d'un moment, nous aperçûmes quelque chose sur la route devant nous. C'était un tas de pierres empilées, les unes sur les autres, une petite pyramide, haute jusqu'aux genoux. Elle se trouvait exactement au milieu de la route. Elle n'avait pas pu être construite par le vent ou par un animal. Elle avait été construite par quelqu'un qui avait des mains et qui était passé ici avant nous. Rorik s'approcha lentement. Il donna un coup de pied dans la pierre du sommet. La pyramide s'écroula dans un grand fracas. Sous elle, sur le sol, gisait un corbeau mort. Ses ailes étaient soigneusement écartées et un petit bâton pointu était enfoncé dans sa poitrine. C'était un autre signe, un autre message. Il disait « Je vous précède ». Nous restâmes immobiles, les yeux fixés sur le corbeau mort. Personne ne dit un mot. Les mots s'étaient inutiles. La pensée fondée sur la logique et l'expérience ne fonctionnait plus. Nous étions dans un monde où d'autres règles s'appliquaient, et celui qui avait établi ces règles jouait avec nous. Il ne se contentait pas de nous poursuivre, il nous guidait. Cette route envahie par la végétation n'était pas un chemin vers le salut, mais son couloir. Rorik détourna les yeux de l'oiseau et nous regarda. Son visage était gris, ses lèvres serrées. Le masque de confiance qu'il avait porté pendant toutes ces années s'est fissuré, laissant apparaître un homme ordinaire, mort de peur. « Allons-y », a-t-il dit d'une voix rauque. Nous avons contourné cet endroit comme s'il était toxique et avons continué notre chemin. Notre rythme changea. La course effrénée fit place à une marche épuisante et laborieuse. Nous ne pensions plus à nous échapper. Nous ne pensions plus qu'à faire un pas de plus, puis un autre. Le soleil commençait à décliner vers l'ouest. Ses rayons devenaient obliques et longs.
teintant tout d'une couleur orange terne. Les ombres des arbres s'allongèrent, rampèrent sur la route, transformant le tapis forestier en une mosaïque noir-gris. Chaque minute qui passait rendait le froid plus intense. L'idée de devoir passer une autre nuit dans cette forêt était insupportable. Silas se mit à parler. Au début, ce n'était qu'un murmure inintelligible, mais les mots devinrent plus clairs. Il se tenait juste devant la tente et me regardait toute la nuit. J'avais peur de bouger. Il ne respirait pas. Je ne l'entendais pas respirer. Rorik s'arrêta brusquement et se tourna vers lui. « Tais-toi, Silas, tais-toi » Silas sursauta sous le coup de cette exclamation et se tut, mais ses lèvres continuaient à bouger sans émettre le moindre son. Il repassait sans cesse dans sa tête ce qu'il avait vu, et nous étions obligés d'imaginer cette scène, Silas, paralysé par la terreur dans l'obscurité, et la silhouette immobile de Yora, debout à quelques centimètres de son visage. Nous marchâmes encore 1 heure ou 2. La route empirait, disparaissant par endroits presque complètement dans les fourrés épais. Nos forces s'épuisaient. Chaque pas était douloureux pour nos muscles endoloris. Le soleil touchait déjà les sommets des montagnes lointaines. La nuit allait bientôt tomber. Rorik s'arrêta. Il respirait difficilement, appuyé sur ses genoux. « C'est fini, » dit-il en se redressant. « Nous n'y arriverons pas avant la nuit. Courir de nuit dans cette forêt, c'est du suicide. Il nous tuera un par un. »« Que propose Monu ? Rester ici ?» demandai-je. L'idée même me donnait la nausée. S'arrêter signifiait attendre. « Oui, » répondit Rorik d'un ton ferme. Il balaya les environs du regard. « Nous trouverons un endroit, aussi dégagé que possible, pour qu'il ne puisse pas s'approcher sans être vu. Le dos contre la falaise, pour qu'il ne puisse pas nous prendre par derrière. Nous allumerons un grand feu, et nous attendrons le matin. » L'attendre ? Ma voix était empreinte d'horreur. « Nous l'attendons déjà, Kaylen, à chaque seconde. C'est seulement quand on bouge qu'on est vulnérable. Comme ça, on aura une chance. On sera prêt. On a des armes. » Sa logique était désespérée, mais elle avait du sens. Courir à l'aveuglette dans l'obscurité était encore pire. J'acquiesçai. Nous quittâmes la route et commençâmes à chercher un endroit approprié. 10 minutes plus tard, nous le trouvâmes. Ce n'était pas une grotte, mais plutôt une profonde niche dans un éperon rocheux peu élevé. Devant elle, il y avait une petite plateforme plane d'environ 10 mètres de diamètre, jonchée de petites pierres. Nous étions protégés par la roche sur 3 côtés, et devant nous, nous avions une vue dégagée sur la forêt. C'était un abri misérable, mais mieux que rien. Nous avons commencé à nous préparer pour la nuit. Tant qu'il faisait encore un peu clair, nous avons ramassé autant de bois sec que nous pouvions porter. Nous l'avons empilé en un énorme tas au centre de la place. J'ai vérifié mon fusil, j'ai retiré le chargeur et l'ai remis en place. Rorik a fait de même. Il a sorti son téléphone satellite de son sac à dos. Il appuya sur le bouton d'allumage. L'écran ne s'alluma pas. Il appuya une nouvelle fois. Rien. « La batterie est morte, à cause du froid, sans doute, » dit-il. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas le froid. Nous n'aurions aucune communication. Nous étions seuls. Nous installèrent Silas au fond de la niche, adossé à la roche. Il était assis, les genoux repliés, le regard fixe. Il n'était plus avec nous. Il était loin, perdu dans ses cauchemars. Lorsque les derniers rayons du soleil disparurent, derrière les montagnes, Rorik alluma un feu. Les flammes s'élevèrent, éclairant notre petite cage de pierre et projetant des ombres tremblantes sur les arbres environnants. L'obscurité au-delà du cercle de feu devint totale. Nous nous sommes assis, adossés à la pierre froide, nos armes sur les genoux. Rorik regardait dans une direction, moi dans une autre. Nous étions piégés, mais c'était notre piège. Nous avons attendu. 1 heure s'est écoulée, puis une autre. Le silence était total. Même le feu crépitait faiblement. La tension était presque palpable,
Tous les muscles de mon corps étaient mi-tendus. Je scrutais l'obscurité jusqu'à en avoir mal aux yeux. J'avais l'impression de voir des mouvements dans les ombres, mais ce n'était que le fruit de mon imagination et les reflets dansants des flammes. Puis, nous avons entendu un bruit. Il ne venait pas de la forêt devant nous. Il venait d'en haut. Un grincement faible mais distinct, celui de la pierre contre la pierre, comme si quelqu'un rampait lentement au sommet de la corniche, juste au-dessus de nos têtes. Rorik et moi avons levé la tête en même temps. Il n'y avait rien à voir, seulement le ciel noir et sans étoiles. Le grincement se répéta, cette fois un peu plus près. Puis, quelque chose de petit tomba du bord de la falaise, juste au-dessus de nous, et roula vers le bas. Il tomba sur les pierres, à mes pieds, avec un bruit sourd. Je l'éclairai avec la lampe torche que je tenais dans ma main. C'était une cartouche provenant du fusil de Yora. La cartouche gisait sur une pierre grise, brillant faiblement à la lumière de la lampe. Un petit cylindre de mort en cuivre. Notre cartouche. Je la regardais et mon cerveau refusait d'accepter la réalité. Elle était là, juste au-dessus de nos têtes, au sommet de la falaise. Elle ne se contentait pas de nous suivre. Elle jouait avec nous comme un chat avec une souris. Elle nous montrait que nous étions à sa merci, qu'elle pouvait tout finir à tout moment. Rorik leva lentement son fusil, pointant le canon vers le haut, dans l'obscurité. Je fis de même. Nous restâmes debout, la tête levée, essayant de distinguer quelque chose dans le ciel d'encre. Rien. Seulement la pierre froide et lisse. Le grincement se répéta. Cette fois, il ne venait pas d'au-dessus de nous, mais de côté, à droite. Il se déplaçait le long du bord de la falaise, nous contournant. Je tournais le canon, mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes oreilles. Tous mes muscles étaient tendus à l'extrême. J'attendais un coup de feu, un cri, n'importe quoi. Mais à la place, j'entendis un nouveau bruit au-dessus de nous. Un claquement sourd et humide, puis un autre, et encore un autre. Quelque chose tombait du bord de la falaise et s'écrasait sur les pierres autour de notre feu. Je dirigeai le faisceau de ma lampe vers l'un de ces bruits. Sur la pierre gisait une poignée de terre humide mélangée à des feuilles pourries et des vers. Cela nous jetait de la boue, comme un enfant en colère, ou comme un fossoyeur qui jette de la terre. « Qu'est-ce que ça fait ?» murmurai-je, incapable de détourner les yeux de ce tas répugnant. « Il se moque de nous !» siffla Rorik. Sa voix tremblait de rage et de peur. « Il veut nous rendre fous avant de... » Il ne termina pas. Une voix retentit au-dessus de nous. « J'ai froid. » La voix était faible, déformée, comme si elle traversait une épaisse couche d'eau. Mais nous la reconnûmes. C'était la voix de Yora. Mais des doigts d'Ungni blanchirent sur la crosse du fusil. Une boule glacée se forma dans ma gorge. C'était impossible. Yora était mort. Ou alors il était... ça. À l'aide. J'ai froid, murmura à nouveau la voix. Elle était pitoyable, suppliante. Rorik se mit à trembler. Je voyais ses épaules trembler. « Ce n'est pas lui !» criai-je, essayant de couvrir les battements de mon cœur. « C'est un piège, Rorik. Ne l'écoute pas. » Mais Rorik ne m'écoutait plus. Il regardait vers le haut, vers l'endroit d'où venait la voix. Ses yeux reflétaient une lutte acharnée. Une partie de lui, la partie rationnelle, comprenait qu'il s'agissait d'une supercherie. Mais l'autre partie, la partie humaine, ne pouvait ignorer la voix de son ami qui implorait de l'aide. « Yora » appela-t-il. Sa voix se brisa. En réponse, un son retentit qui détruisit définitivement notre monde. C'était un rire silencieux, gargouillant, bouillonnant. Il n'avait rien d'humain. C'était le son qu'aurait pu émettre un noyé si ses poumons avaient été remplis de vases et d'eau sale. Et à ce moment-là, ça a attaqué. Pas par le haut, comme on s'y attendait. Ça a surgi de l'obscurité devant nous, du côté de la forêt. Il n'est pas sorti, il n'a pas couru. Il a jailli des arbres,
se déplaçant à une vitesse surnaturelle. C'était une créature inhumaine, mais elle portait les restes de Yora. Ses vêtements étaient lions déchirés en lambeaux, mais c'était bien elle. Elle se déplaçait à 4 pattes, mais pas comme un animal. Son dos était courbé à un angle anormal et sa tête était renversée en arrière, de sorte qu'il regardait vers le ciel. Il se précipitait vers nous, se propulsant du sol avec ses longs bras minces, semblables à des pattes d'araignée. Ses jambes les traînaient mollement derrière lui, exactement comme nous avions traîné Yora jusqu'au campement, tout comme nous l'avions traîné hors de la tente. Je tirai. Le bruit du coup de feu déchira le silence de la nuit. Puis Rorik tira. Nous tirâmes encore et encore, sans viser, dirigeant simplement nos armes vers le cauchemar qui fonçait sur nous. Les balles l'atteignirent. Je voyais des trous sombres apparaître sur sa veste, d'où jaillissait quelque chose de noir. Mais cela ne ralentissait pas. Cela n'émettait aucun son de douleur. Cela continuait simplement d'avancer, cette créature horrible, retournée comme un gant. Elle était à 5 mètres de nous lorsque Rorik jeta son Winchester. Vide. Il a sorti son grand couteau de chasse de sa ceinture. « Recule, Kailen !» a-t-il crié avant de se précipiter vers la créature. C'était de la folie, un suicide. Je l'ai vu se heurter à elle. J'ai vu son couteau s'enfoncer dans quelque chose de mou. Puis, l'un des longs membres arachnéens de la créature s'enroula autour de son cou. J'entendis un craquement sec et bref, comme si l'on avait brisé une branche sèche. Le corps de Rorik s'affaissa. La créature le jeta sur le côté comme une poupée de chiffon. Il tomba près du feu et ne bougea plus. Tout se passa en 2 secondes. Je me retrouvai seul. La créature s'arrêta au-dessus du corps de Rorik. Sa tête, toujours renversée en arrière, tournait lentement, comme si elle reniflait. Puis elle commença à descendre. Je vis le visage de Yora. Il était gris, décomposé, comme celui d'un noyé. Mais ses yeux brillaient d'une lueur phosphorescente. Il me fixait droit dans les yeux. À ce moment-là, mon cerveau s'est déconnecté. L'instinct de survie a pris le dessus sur tout le reste. Je n'étais plus l'homme qui avait perdu ses amis. J'étais simplement un animal qui voulait vivre. Je me suis retourné et j'ai couru. Je me suis précipité dans l'obscurité, dans la forêt, loin du feu, loin de cet endroit. J'entendais derrière moi le craquement des eaux et des bruits humides et gloussants. Je ne me suis pas retourné. Je courais sans regarder où j'allais, me frayant un chemin à travers les buissons, trébuchant, tombant et me relevant. Les branches me fouettaient dans le visage, laissant des égratignures sanglantes. Je ne sentais pas la douleur. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons ne soient battus plus qu'une boule brûlante. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes ne me portent plus. Je suis tombé et j'ai rampé. J'ai rampé sur le sol humide et froid, ramassant des feuilles pourries avec mes mains. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Le temps avait perdu tout son sens. J'avançais, animé par une seule pensée, m'enfuir. À l'aube, je me suis retrouvé au bord d'une rivière. Je ne reconnaissais pas cet endroit. J'étais allongé sur les galets, tremblant de froid et d'épuisement. Je n'entendais plus aucun bruit de poursuite. J'étais seul. J'ai bu l'eau de la rivière et elle m'a semblé être la chose la plus délicieuse au monde. Puis je me suis levé et j'ai suivi le cours de la rivière. C'était la seule direction que je pouvais prendre. J'ai marché toute la journée. Je ne me suis pas arrêté. Je ne pensais pas à Rorik, à Silas, à Yor. Je marchais, c'est tout. Le soir venu, je suis arrivé à la scierie abandonnée où nous avions laissé la voiture. La vue de la vieille camionnette rouillée était un miracle pour moi. J'ai trouvé les clés dans la poche de ma veste. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à mettre le contact. Le moteur a démarré au 3e essai. J'ai conduit sans savoir comment. J'ai roulé pendant 2 heures avant d'apercevoir les lumières d'une petite ville. Je me suis arrêté au premier motel venu
et je me suis effondré hors de la voiture. On m'a retrouvé quelques minutes plus tard. Puis sont arrivés les médecins, la police. Je leur ai raconté tout ce que je pouvais. Ils écoutaient, hochaient par la tête, prenaient des notes. Je voyais dans leurs yeux de l'incrédulité mêlée de pitié. Ils ont parlé d'hystérie collective, de hallucinations causées par le stress et l'hypothermie. L'équipe de recherche a retrouvé notre campement 2 jours plus tard. Les 10 tentes, nos affaires, tout était là. Le corps de Rorik a été retrouvé au pied d'une falaise. Le coroner a conclu à une fracture des vertèbres cervicales suite à une chute. Silas n'a jamais été retrouvé. Il était porté disparu. Le corps de Yora a été découvert 1 semaine plus tard. Il était coincé dans une crevasse à 1,5 km de notre campement. Le médecin légiste a déclaré qu'il était mort de multiples fractures et de noyades, et qu'il était mort bien avant le soir où il était censé être revenu à notre feu de camp. La version officielle est un accident. 4 chasseurs ont eu un accident. L'un des est mort sur le coup, le deuxième est décédé des suites de ses blessures, le troisième est devenu fou de chagrin et était mort de froid dans la forêt, et le quatrième a eu la chance de survivre. On m'a relâché. J'ai été examiné par un psychothérapeute. Il m'a dit que mon cerveau avait créé un monstre pour surmonter le traumatisme de la perte de mes amis. Il m'a dit que cela passerait avec le temps. J'ai acquiescé. J'ai fait semblant de le croire. Mais je sais ce que j'ai vu. Et je sais que ça n'est pas passé. Cela fait 1 mois que je vis dans cette chambre d'hôtel stérile. Je ne dors presque pas. Quand je ferme les yeux, je le vois, une créature avec le visage de mon ami et les yeux brûlants. Mais le plus effrayant, ce n'est pas ça. Le plus effrayant a commencé il y a 1 semaine. J'ai remarqué que j'avais tout le temps froid. Même dans une pièce chaude, je suis pris de frissons qui viennent de l'intérieur. Je ne sens plus le goût des aliments. Tout a un goût fade, comme du papier. Hier, je me suis longuement regardé dans le miroir de la salle de bain. J'ai regardé mes yeux, et je n'ai pas cligné des yeux, pas une seule fois en 5 minutes. Je regardais simplement mon reflet me regarder, et les pupilles de mes yeux semblaient anormalement dilatées. Ce matin, en me brossant les dents, j'ai trébuché et je suis tombé. Je me suis cogné l'épaule contre le montant de la porte. Il y a eu un craquement sec et distinct, mais je n'ai pas ressenti de douleur. Je me suis relevé et j'ai regardé dans le miroir. Ma main pendait dans un angle anormal. Mon épaule était luxée, mais je ne sentais rien, absolument rien. Je suis devant le miroir en ce moment même. Je remets mon épaule en place. C'est facile. Un léger mouvement et l'os s'enclenche dans l'articulation avec un clic. Je me regarde dans les yeux. Ils me semblent étrangers. Je porte ma main à mon visage et touche ma peau. Elle est froide, glacée. Et quelque part au fond de mon esprit, très loin, une voix faible et déformée résonne. Elle murmure un seul mot. Froid.